bien. Mathieu Ritou, donc je suis maître de conférence à Nantes Université et au laboratoire LS2N, laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et donc je vais vous présenter différentes applications que nous avons menées d'applications d'intelligence artificielle en fabrication mécanique. En effet, comme vous le savez, du coup, l'intelligence artificielle se développe de plus en plus avec de nombreuses applications dans tous les domaines du quotidien. Hein, que ce soit Mais bon, là on va être sur des applications du coup plus concrètes et pragmatiques que dans des utilisations de type ChatGPT. Mais on va voir que du coup ça va permettre néanmoins dans le quotidien, dans les entreprises manufacturières, du coup d'améliorer les pratiques actuelles et de résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à traiter auparavant. Donc le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, c'est un grand laboratoire avec plus de 450 membres, avec des gens de l'université de Nantes, comme moi, l'IUT, Polytech, Fac de Sciences, mais également à l'école des mines, IMT Atlantique et Centrale Nantes, ainsi que du CNRS et de l'INRIA. Et donc, on est regroupé en 5 axes scientifiques. Hop, là. Et donc, moi je suis plutôt dans l'équipe robotique et procédés, donc avec des applications manufacturières, mais on travaille également avec les gens du génie industriel, avec des équipes du coup qui travaillent sur la gestion des connaissances, d'autres experts en intelligence artificielle, que ce soit apprentissage automatique ou deep learning, mais avec des applications très variées. Par exemple, nos collègues ont travaillé avec Netflix pour améliorer leur flux vidéo que vous regardez peut-être chez vous. On a par ailleurs des axes transverses autour des thématiques de l'usine du futur et des applications de l'information, de tous les outils de l'information et de la communication, autour de tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, deep learning, objets connectés, ingénierie de la connaissance, jumeaux numériques, réalité virtuelle augmentée, robotique, système agile, smart manufacturing. Donc tout ce type d'applications. Et là, je vais vous présenter seulement du coup une petite partie des activités de notre laboratoire. Donc, on parle d'industrie 4.0. Donc, vous savez sans doute ce que c'est que l'usinage, au moins pour la plupart. Donc, c'est un procédé de fabrication par enlèvement de matière qui permet de produire des pièces. Et donc, au cours de ma présentation, j'ai illustré au travers de l'exemple de l'usinage de pièces de structure aéronautique qui permettent de faire les avions, dans lequel il y a beaucoup de partenaires dans la région. Et donc, sur cet exemple de la machine-outil, quelles sont les grandes évolutions, les grandes révolutions industrielles? Donc la première révolution industrielle, c'était la vapeur et le charbon, ça donnait les premières machines. Ensuite, la seconde révolution industrielle, c'était l'électricité. Et donc ça donnait les vieilles machines-outils conventionnelles que vous avez peut-être déjà vues au fond des ateliers, avec des moteurs électriques qui permettent de faire tourner déplacer la table, déplacer l'outil, ainsi que faire tourner l'outil. Et puis il y a des boîtes de vitesse qui permettent de changer les vitesses de rotation, un petit peu comme dans votre voiture. Et c'est toute la dextérité de l'opérateur qui donnait sa qualité à la pièce. Mais avec des possibilités très limitées, on pouvait avancer en gros qu'en ligne droite. On n'était pas capable de faire une forme circulaire. Ensuite, la troisième révolution industrielle, c'était l'électronique. Donc ça a donné, à partir des années 80, du coup, les machines-outils à commande numérique, tels que, il y en a certains sur le salon ici, avec une commande numérique et des asservissements au niveau de chacun des axes, et avec du coup l'avènement de l'ensemble de la chaîne numérique, conception, fabrication assistée par ordinateur, et là on va pouvoir fabriquer des pièces, cette fois-ci beaucoup plus complexes, et ensuite il y a eu le saut technologique avec l'UGV. Et enfin, la quatrième révolution industrielle, donc c'est l'usine numérique, avec toutes les datas qui vont être générées dans le flux de production dans l'atelier et qu'on va pouvoir venir exploiter pour améliorer la performance et la maîtrise des process industriels. Donc c'est autour de ça que nous allons parler. Donc pour avancer vers l'industrie 4.0 en usinage, il y a une douzaine d'années, nous avons développé le système EMATool qui permet on va instrumenter des machines-outils, notamment en rajoutant des capteurs de vibration, des accéléromètres, et on va collecter toutes les informations de tout ce qui se passe à chaque instant au niveau de la commande numérique qui va piloter ces machines-outils. Donc on va récupérer toutes les informations des capteurs déjà présents dans la machine, puissance, température, mouvement de la machine au travers des codeurs d'axe, etc. Et puis on va du coup vouloir savoir ce qui se passe à chaque instant, donc c'est très important, notamment quand il y a eu des problèmes, de pouvoir contextualiser l'information et de savoir qu'est-ce qu'on était en train de faire au moment où il y a eu un problème grave à 3 h du matin par exemple. Et donc pour ça, il faut du coup collecter qu'est-ce qu'on est en train de faire, avec quel outil, dans quel programme, etc.
Et ainsi, on est amené à collecter 1,5 giga de données par jour et par machine-outil avec ce système EMATool qui est commercialisé par la société Europe Technologies depuis une dizaine d'années. On a par ailleurs également des cycles de signature de vibratoire de broche pour évaluer l'état de la machine. Pour récupérer toutes ces données, ce flux de communication, donc au début on était sur des bus de terrain propriétaires, du Siemens, Schneider, etc. Et on a également développé les standards de communication MT Connect et OPC UA qui sont voués à se développer de plus en plus. Et donc ça va nous permettre de collecter les données. Ensuite, tout l'enjeu dans tout ce qui est data et intelligence artificielle, c'est comment exploiter ces données. Et donc pour cela, il s'agit de mettre en place des processus de KDD, de Knowledge Discovery in Database, c'est-à-dire d'extraction de connaissances à partir des données. Et donc le but, c'est de découvrir des informations intéressantes et cachées dans des bases de données hétérogènes. Donc pour cela, c'est un processus en différentes étapes. On va commencer par la sélection des données. Il y aura un travail extrêmement important de préparation des données, où on va nettoyer les données, traiter les erreurs aberrantes, etc. Extraction de features, du coup. Et ensuite vient seulement la phase de data mining, ou de fouille de données en français, qui va permettre d'identifier des patterns qu'on va pouvoir ensuite... l'expert va pouvoir interpréter afin de générer de nouvelles connaissances. Et donc, ces processus de fouille de données, la finalité, c'est d'identifier des problèmes, du coup, potentiellement même des problèmes inconnus, au travers de ces analyses de data en vue de prendre des décisions. Donc, c'est surtout ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce qui est différent du machine learning, des apprentissages automatiques, dont la finalité est plutôt sur un problème circonscrit, de trouver des solutions au vu de ce qui s'est déjà passé dans le passé. Sur lequel il y aura aussi quelques illustrations d'applications dans la deuxième partie de ma présentation. Donc le but du projet ANR SmartEMA, c'était de partir des données collectées par le système EMATool qui est installé sur les machines de production. Donc là, c'était des machines chez Airbus Nantes, Mecachrome, à Amboise pour la production de pièces en aluminium et à Sablé-sur-Sarthe pour les pièces en titane. Et donc on va collecter ces données donc, en temps réel au cours des productions industrielles en 3/8, 24 heures sur 24. Et ensuite, nous, le but ici, c'était de développer un système permettant des fouilles de données en automatique afin de proposer un système d'aide à la décision en fonction des besoins des différents services. Donc pour cela, on va faire donc, cette fouille de données avec intégration de connaissances manufacturières et des apprentissages non supervisés en vue de calculer différents indicateurs d'aide à la décision, des KPI, en fonction des besoins des différents services. Donc par exemple, le bureau des méthodes va vouloir savoir avec quel outil on a souvent des problèmes au cours de l'usinage, ou bien la qualité, ils vont savoir sur quel type là sur la production de la semaine dernière, sur quelle pièce, ou de ce matin, sur quelle pièce il y a eu des problèmes. Et la maintenance, ce qui va les intéresser, c'est plutôt quel est l'état de ma machine actuellement. Donc il va falloir avoir une information distincte en fonction des différents interlocuteurs. Donc pour répondre à cette problématique, on a développé une stratégie d'exploitation des données basée sur des agrégations multiniveaux au niveau des données. Donc pour les mesures vibratoires par exemple, comme on va tourner très vite, etc., on a besoin de fréquences échantillonnage élevées, on va devoir mesurer les vibrations à 25 kHz. Mais du coup, ça n'aurait pas de sens de collecter des données à 25 kHz pendant en 3/8, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça ferait des bases de données gigantesques avec peu de choses intéressantes au final. Donc on va faire du traitement du signal en temps réel pour calculer des indicateurs de monitoring plus pertinents, ainsi que collecter l'ensemble des informations de contexte issues de la commande numérique tous les dixièmes de seconde. Et ainsi, on va seulement collecter 1,5 giga de données par jour et par machine-outil. Mais ça reste quand même un volume assez important. Donc pour traiter ces données, on va faire un niveau d'agrégation supplémentaire en ce qu'on appelle des smart data, qui sont des données du coup simplifiées avec davantage de sens physique, qui là du coup font seulement 50 ou 100 mégaoctets par an et par machine-outil. Donc en gros une information du coup cette fois-ci beaucoup plus petite, d'un volume beaucoup plus faible, qu'on va pouvoir faire circuler beaucoup plus facilement dans l'entreprise, et ensuite combiner à souhait en fonction des besoins des différents services pour calculer les différents KPI qui les intéressent. Donc, pour l'intelligence artificielle qu'on a développée pour détecter les incidents, elle repose sur l'intégration de connaissances au travers de règles métiers que nous allons formaliser,
ainsi que des apprentissages non supervisés, car on a des jeux de données qui ne sont pas labellisés, c'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu des problèmes. Donc par exemple, on va devoir deviner quand est-ce que sur l'usinage d'une pièce, il y a eu des problèmes de broutement, des choses comme ça. Donc c'est en gros dans la grande boîte à outils de l'intelligence artificielle, c'est une certaine catégorie d'outils pour faire ces apprentissages non supervisés. Afin d'être robuste sur de la production industrielle dans un environnement difficile, on a développé des critères de monitoring basés sur des modèles mécaniques, ce qui est du coup beaucoup plus fiable. Et ensuite, on va faire de la classification basée sur les règles métiers. Donc des règles métiers, c'est quoi? Ça prend la forme d'équations logiques comme ceci, qui vont formaliser une connaissance de l'expert en fabrication, qui sait que quand il y a ça et que tel truc est un peu supérieur à telle valeur, alors probablement il se passe ça. Et donc c'est une traduction du coup en mathématiques d'une connaissance de l'expert qui permet ensuite de conduire des raisonnements vraiment très robustes sur ce qui est important sur les productions industrielles en environnement difficile. Et donc ensuite on fait de la classification à partir de ces règles métiers. On va avoir un certain nombre de seuils qu'on va devoir apprendre, donc en non supervisé, et on fait ça du coup par des modèles de mélange de gaussienne. Ce qui fonctionne bien, on l'a validé du coup sur plusieurs machines-outils de types de production différents, avec des productions différentes, aluminium comme titane. Et ensuite, on s'est beaucoup intéressé à la contextualisation des données. En effet, du coup, ça va être très important de bien détecter que, par exemple, il y a eu un problème à 3 heures du matin, mais c'est mieux de savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir le corriger par la suite. Donc pour cela, on va avoir un certain nombre d'informations qu'on a collectées directement depuis la machine, savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quel programme, et quel outil, etc. Mais également, on va analyser plus finement les signaux qu'on a mesurés, notamment les mouvements de la machine, pour savoir si, par exemple, on était dans un virage, dans une plongée, dans des phases particulières de notre process de fabrication, afin de pouvoir ensuite agréger les problèmes après, par exemple, 6 mois de production, voir quel problème on a eu et qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Et donc de repérer que, tiens, il faut retravailler les paramètres opératoires de cette phase-là. C'est ça qui est finalement problématique pour cet outil-là. Parmi 6 mois de production, quelques petites informations, quelques très rares événements sont cachés au milieu de tout ça et c'est eux qui vont être impactants pour la production et qu'il va falloir pouvoir traiter et trouver des solutions. Donc on va se focaliser sur cela. Ainsi, on va proposer différents indicateurs d'aide à la décision. Donc ici, c'est un exemple où on a traité une base de données de 200 gigas couvrant 6 mois de production de pièces de structure aéronautique en alliage d'aluminium, où 350 programmes ont usiné 534 pièces avec 80 outils coupants différents. Et donc on voit que finalement, au niveau des outils, il n'y a que 4 ou 5 outils qui finalement font des problèmes de broutement, qui vont faire la non-qualité sur les pièces, avec des surfaces vibrées qui demandent un parachèvement manuel assez coûteux. Et donc, on va pouvoir voir dans quelle phase il y a eu ces problèmes. Au niveau on va avoir différents indicateurs également au niveau de la traçabilité, de la qualité des pièces produites. Pour chaque pièce, on va être capable de fournir ces indicateurs. Des indicateurs pour suivre l'évolution de l'état de la machine, le suivi des consommations énergétiques pour voir, ainsi que des TRS avancés pour bien analyser ce qui s'est passé au niveau du flux de production. Donc tous ces différents KPI et l'ensemble de ce traitement, on l'a implémenté dans un démonstrateur, donc suivant une stratégie Edge Computing, qui permet de faire ces fouilles de données 100% en automatique. Parce que bien sûr, les gens dans l'industrie n'ont pas le temps et souvent pas les compétences en sciences des données pour faire tout ce travail, qui n'aurait pas de sens à le faire ça, c'est même quasiment impossible de le faire manuellement. Et donc, ils ont besoin d'outils pour automatiser tout ceci. Donc, depuis la collecte des informations, le calcul en automatique des smart data et leur remontée, puis leur combinaison en différents KPI en fonction des besoins des différents services. Donc, tout ça se fait complètement en automatique. Et donc, notre démonstrateur a été déployé sur le site d'Airbus Nantes. Et donc, depuis leur PC de bureau, du coup, ils peuvent accéder dans le menu démarrer au démonstrateur et donc consulter les KPI pour voir les problèmes au niveau de la production en cours. Et donc actuellement, on travaille donc à la valorisation, à la maturation de ceci avec Capacité, la filiale de transfert de technologie de Nantes Université. C'est comme AM Valor pour les arts et métiers, en gros, c'est pareil. Et on a actuellement un POC avec Airbus pour démontrer les usages avec les opérationnels de comment vraiment s'approprier ces outils et rentrer dans le concret, donc actuellement avec la programmation, pour vraiment aller jusqu'à corriger les problèmes dans certains programmes d'usinage de pièces. Et donc toute cette
Donc ça, c'était du coup, toute cette partie EMATool, collecte de données et fouille de données en automatique pour les exploiter, trouver les problèmes et aller vers les solutions. Et donc toute cette collecte de données et exploitation des données, du coup, dans tout ce qui est jumeaux numériques, ça correspond à ce qu'on appelle le Digital Shadow. Et donc qui permet d'aller donc vers une meilleure maîtrise grâce à une modélisation dans le monde virtuel de ce qui se passe dans le réel et d'aller vers de la prise de décision pour améliorer son process. Et donc il peut y avoir des jumeaux numériques des pièces, des machines, des process, ainsi qu'à l'échelle également du système de production. Donc nous on va être plutôt sur des jumeaux numériques process, mais également des jumeaux numériques au niveau des pièces. Par exemple, nous avons eu une thèse avec Airbus et donc avec mon laboratoire, le LES2N, ainsi que les collègues de l'ENSAM d'Angers. Donc ils avaient des problèmes sur sur des pièces forgées. Donc les croix, c'est les pièces. Ici, c'est le caisson central d'un Airbus. Hein. Donc à chaque fois que vous avez pris un Airbus, le caisson central ressemblait à ça dans les A320, enfin même dans les autres. Et ici, vous avez la croix sur le côté. Et donc on travaille sur la croix A350. Et donc comme ce sont des pièces qui ne sont pas usinées dans une grosse plaque, dans une grosse tôle laminée comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, c'est usiné dans des pièces forgées comme ceci pour partir plus près de la pièce finie. Il y a moins de volume de matière à enlever. Le problématique sur ces pièces-là, c'est qu'il y a une variabilité du fait des déformations plastiques et des gradients thermiques que subit la pièce lors de la forge et des traitements thermiques. Il va y avoir une variabilité de son champ de contrainte résiduel, ce qui fait que quand on va usiner, suite à l'usinage de la pièce, il va y avoir une forte variabilité de la façon dont elle va se déformer à la suite de l'usinage. Donc ça, ils étaient vraiment très embêtés avec ça depuis des années, et ça nécessite du coup des opérations de chaudronnerie manuelle très coûteuses à la suite de ça, qui nécessitent une très grande expertise. Et donc, pour s'attaquer à ce problème très, très épineux, on a développé un jumeau numérique des pièces afin d'appréhender, de capter, à la fois de capter et de gérer cette variabilité des champs de contrainte résiduels à l'intérieur des pièces, qui était compliqué parce que ce n'était pas seulement une intensité, mais également la forme du champ qui va changer d'une pièce à l'autre, dû à la variabilité du processus de forge et de ses traitements thermiques. Et donc pour cela, du coup, on a développé un jumeau numérique de chaque pièce, basé sur 3 éléments essentiels. Un premier, des modèles physiques, où on va apprendre à partir de simulations thermomécaniques de la variabilité du processus de forge, d'obtention des pièces, à partir duquel on va faire des apprentissages au travers d'un modèle réduit et de SVD, des compositions à valeur singulière. Par ailleurs, on va avoir de la captation, des apprentissages automatiques à partir des pièces qui ont été déjà usinées, pour savoir, au vu des premières déformations de cette pièce, ah tiens, ça ressemble à celle-ci, donc à la fin, elle devrait se déformer comme ceci. Ça va nous aider à mieux identifier, très tôt dans le process de fabrication, comment va se comporter la pièce, et donc de pouvoir prendre en gros des contre-mesures pour minimiser ces distorsions au final. Et donc, bien sûr, on va avoir de la captation, avoir un comportement individualisé sur chaque pièce qui nécessite de la captation d'informations sur la machine, du coup, pour voir, au vu de ces premières déformations, comment est-ce qu'on se porte. Et donc on a vraiment montré que c'était indispensable pour répondre à des problématiques complexes comme ceci, d'avoir les trois, à la fois de la simulation du modèle physique. Si on n'avait que du purement data-driven, ça nous donnerait en gros n'importe quoi, des champs qui seraient impossibles physiquement, des champs de contraintes qui seraient impossibles. Mais on a également besoin des apprentissages automatiques. Si on n'a pas cet historique de comment se sont déformées les pièces précédentes, on a également montré qu'on n'aurait pas été capable de bien identifier le comportement de chaque pièce et de pouvoir du coup ensuite bien améliorer ceci. Voilà. Et donc on poursuit ces travaux actuellement, donc toujours avec les collègues d'Angers, dans le cadre d'une thèse IRT Perform, autour cette fois-ci des tôles laminées. Là on travaille sur le longeron à 320. On a également des travaux en cours, donc une autre façon de fabriquer des pièces de structure, mais qui est du coup beaucoup moins mature, c'est par fabrication additive. Donc on travaille sur le WAM robotisé et on développe actuellement du coup des outils de monitoring et d'intelligence artificielle pour maîtriser ce qui se passe au cours de ce process, avec notamment de la caméra thermique et différentes instrumentations de ce qui se passe au niveau de la torche de soudage qui permet de faire cette fabrication additive. Ensuite, une fois que les pièces sont fabriquées, il va falloir les assembler en sous-structure aéronautique, telle que le caisson central ici,
Donc on a des travaux en cours au niveau des... Et donc ça se fait notamment par des perçages d'empilage de pièces de structure qui vont être soit en aluminium, en titane ou en carbone. Et donc du coup on a des travaux là sur du smart drilling là, sur des... Donc ces opérations de perçage sont effectuées avec des UPA, en gros des perceuses électriques, des UPA électriques. Et on va du coup les instrumenter et exploiter les signaux pour améliorer tous ces process. Et dans ce projet-là, il y a également une seconde partie, une thèse très intéressante. On parle souvent de l'humain au cœur de l'usine du futur. Et donc là, on va vraiment avoir une thèse en SHS sur ce domaine-là qui va du coup s'intéresser, donc avec un laboratoire de gestion de Toulousain, qui va s'intéresser à l'acceptabilité des technologies de l'usine du futur et comment ça va changer le travail au niveau de l'engagement au travail des opérateurs, techniciens ou ingénieurs et la reconfiguration des métiers que cela peut entraîner. Et du coup, une fois qu'on a percé les trous, on va pouvoir mettre dans les empilages, on va pouvoir insérer donc soit du rivetage ou sinon des vis pour boulonner. Et on a également eu des travaux, une thèse qui s'est soutenue en décembre dernier avec 2 souteurs sur le vissage, donc sur les visseuses de 2 souteurs. Donc c'est février le centre de R&D est à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et donc on a la problématique, c'est de développer une intelligence artificielle pour améliorer le vissage, qui est déjà du coup, ils ont déjà des visseuses instrumentées depuis très longtemps pour serrer au couple ou au couple et à l'angle notamment, et c'est déjà des objets connectés industriels, d'authentiques. Il y a beaucoup de communication autour d'objets connectés. Là du coup c'est pour le coup des vrais objets connectés industriels, c'est du vrai IoT depuis des années, qui remontent les informations de serrage vers le système d'information associé à la traçabilité, notamment tout ça c'est en place depuis très longtemps dans le milieu automobile. Quand on serre les culasses, on a envie de savoir que quand vous achetez une voiture, que votre culasse ne va pas fuir et donc que l'ensemble des vis ont été correctement serrées. Néanmoins, sur ces processus de vissage, donc on va voir ces courbes et nous, l'objectif, c'était de développer une intelligence artificielle pour découvrir des défauts potentiellement inconnus, basés sur une approche d'apprentissage automatique ainsi que de gestion des connaissances. Et donc ça va être intéressant pour des procédés relativement peu matures, comme c'est le cas ici, ou tout simplement, quand on va faire des apprentissages automatiques, ça va se faire sur un jeu de données d'entraînement. Et généralement, du coup, par exemple, on va faire des mesures pendant 3 semaines, et puis à partir de cela, on va vouloir apprendre un modèle d'intelligence artificielle. Néanmoins, pendant cette période de 3 semaines, souvent dans l'industrie, les problèmes seront relativement rares. Sinon, c'est qu'il y a vraiment un gros problème sur le process. Et donc, il y a de fortes chances que l'ensemble des problèmes potentiels ne soient pas présents dans le jeu de données d'apprentissage de notre modèle d'intelligence artificielle. Et donc, tout l'intérêt de notre méthode ici, c'était de pouvoir également découvrir de nouveaux défauts au cours du flux de production. Donc pour cela, notre algorithme il repose sur, dans un premier temps, des apprentissages non supervisés, des différentes classes de défauts. Au niveau des signatures, on va extraire des features à partir des courbes de vissage, extraire des features, et ensuite on va faire du coup des apprentissages non supervisés pour déterminer différentes classes de vissage, donc les vissages corrects et certains défauts dans la base d'apprentissage. Et ensuite, en cours de production, on va faire de la classification avec rejet, c'est-à-dire que soit on va reconnaître l'un des défauts qu'on connaissait, soit on va rejeter des courbes de serrage dans un ensemble d'exceptions qu'on va ensuite post-traiter périodiquement pour potentiellement y détecter de nouveaux défauts, toujours par clustering et donc par GMM, pour potentiellement découvrir de nouvelles classes de défauts. Et ça a été le cas du coup. Là on a travaillé sur une base de données qui venait d'un sous-traitant automobile en Turquie, sur lequel il avait certains défauts de serrage au niveau de ses injecteurs. Ils avaient vu des problèmes, ils ne savaient pas pourquoi le système actuel ne l'avait pas détecté. Et donc l'IA qu'on a développée a permis de détecter ces nouveaux défauts. Donc, voici pour donc ma présentation donc autour des activités autour du smart manufacturing et donc d'application d'intelligence artificielle au niveau des procédés de fabrication, avec notamment le projet NR Smart EMA qui a permis de développer du coup un système de fouille de données, de monitoring d'usinage
pour l'aide à la décision en fonction des besoins des différents services, basée à la fois sur de la gestion des connaissances qui sont intégrées au travers des règles métiers, comme on a vu, ainsi que d'apprentissage non supervisé. Et donc notre démonstrateur a été déployé chez Airbus Nantes et a été du coup bien accueilli par les gens du coup, qui commencent à l'utiliser. Et donc tout ça, ça nous conduit également à développer des jumeaux numériques, donc comme on l'a vu à la fois en usinage, en fabrication additive, perçage ou vissage. Et puis du coup, tous ces travaux peuvent conduire à du coup, des perspectives, et notamment dans la région, du coup, le pôle MC2 a été lauréat d'un projet européen DIVA, dans lequel il propose des POC. Si vous avez des problématiques dans vos entreprises, si vous souhaitez initier des travaux autour de data et intelligence artificielle, par exemple, ça peut être l'occasion de tester des choses si vous le souhaitez, sur lesquelles on pourra vous accompagner, notamment avec Capacité, qui a du coup une cellule avec constituée là, de bientôt une dizaine de personnes, experts de data IA, du coup, qui peuvent du coup vous aider à mettre le pied à l'étrier, en gros sur ces exploitations des data et utilisation de premiers outils d'IA pour répondre à vos problématiques industrielles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. C'est bon. Merci infiniment, Mathieu. Merci pour cette présentation très riche, toujours très impressionné. Oui, on peut l'applaudir. Bravo.